cœur du Pacifique Sud, la Polynésie française compte 5 archipels, dont celui des Marquises, situé à plus de 1500 km au nord-est de Tahiti et de Papeete, la capitale du territoire. Et depuis 40 ans, ce sont les navires Aranui qui assurent la desserte et l'approvisionnement des 6 îles habitées de cet archipel lointain. En ce début de matinée d'avril 2025, le soleil a déserté la Polynésie et c'est une météo inhabituellement maussade qui surprend et déconcerte les passagers avant leur embarquement à bord de l'Aranui 5. Une fois terminées les formalités d'enregistrement, l'installation dans les cabines et l'exercice réglementaire de sécurité, l'Aranui quitte le quai à midi, guidé par le pilote du port de Papeete. Hey, Christophe, Yorana, Dorothy Ferry, on fait comment là? À l'extérieur, oui. Ça sera vert sur vert à l'extérieur, hein. Subitement, les quelques gouttes d'eau du début de matinée se transforment en ondées tropicales juste au moment de l'appareillage. Avec la pluie, la visibilité est réduite à rien lors de la sortie du lagon. Pourtant, le soleil aurait dû briller généreusement. On se sent bien loin de Tahiti et cela ressemble plus à une navigation en Manche un jour d'automne qu'à une croisière de rêve sous les tropiques. Étonnement et déception. Une fois sorti du lagon, le bateau met le cap vers Fakarava, l'un des atolls du vaste archipel des Tuamotu et première escale de cette croisière polynésienne. En effet, de Tahiti aux îles Marquises, c'est environ 1500 km, soit 2 jours et demi de mer. Cela pourrait paraître bien long et comme les Tuamotu sont situés sur la route directe, il y est prévu une courte escale destinée à rompre la durée d'une longue traversée pour ceux qui sont les moins habitués aux choses de la mer. Au bout de la nuit, le bateau navigue au cœur des Tuamotu, un groupe de 80 atolls coralliens qui s'étire sur environ 1500 km. Basses sur l'eau, ces îles sont dangereuses pour la navigation à cause des récifs qui les débordent largement et aussi par leur quasi-absence de signalisation nocturne. Vers 6 heures du matin, une mince ligne sombre barre l'horizon. Aux jumelles, on distingue les plus hautes cimes de l'atoll de Fakarava, et ici les plus hauts sommets ce sont les cocotiers. Autant dire que cela manque de relief. Aux aurores et sous le soleil enfin revenu, l'Aranui franchit la passe du second plus grand atoll de Polynésie, un rectangle de 60 km de longueur et 20 de largeur. Immense. Changement de décor. Une longue ligne de cocotiers cerne le lagon, dont la couleur évolue progressivement du turquoise au bleu azur. Dans un paysage de rêve, cette escale est la bienvenue pour remettre les estomacs en place et éclaircir les idées après la navigation agitée de la nuit passée. L'Aranui jette l'ancre dans les eaux cristallines du lagon face au village de Rotohava que les passagers rejoignent rapidement en barge. La plupart ne résistent pas à l'appel de la baignade. Et pour cause, l'eau est calme, chaude, transparente avec quelques blocs de corail et des poissons qui évoluent autour. C'est presque le paradis. En début d'après-midi, l'Aranui 5 remet en route pour une longue navigation vers les Marquises qu'il atteindra 36 heures plus tard.
Pour la plupart des passagers, cette journée de transition est propice à la lecture dans les salons, à la méditation face au large, à la détente en cabine ou au pont-piscine. Il y a plusieurs décennies, le cargo Aranui était un simple navire de transport de marchandises à destination des îles Marquises, alors très isolées. À partir de 1984, les Aranui successifs ont été aménagés pour transporter des passagers locaux à travers l'archipel, puis des touristes de plus en plus avides d'aventures lointaines. Mise en service en 2015, l'actuel Aranui 5 est un cargo mixte de 126 mètres de longueur pouvant emmener à la vitesse de 15 nœuds 230 croisiéristes à la découverte de chacune des 6 îles de l'archipel. Mais malgré toutes les évolutions, la vocation première de l'Aranui n'a jamais changé pour autant. L'Aranui 5 demeure le cordon ombilical indispensable reliant les Marquises à Tahiti. Avec le temps, ce service régulier a créé des liens très forts entre les habitants et le bateau. Le rythme des rotations de l'Aranui conditionne le rythme de vie même de chaque Marquisien qui attend fébrilement le retour du navire dans son île. Le jour est à peine levé lorsque l'Aranui s'approche de la baie de Taiohae, le principal village de Nuku'iva, la plus grande et la plus importante des îles Marquises. Il n'y a pas de service portuaire dans ces îles, le bateau doit donc manœuvrer seul et ce sont les matelots qui se chargent de l'amarrage du navire en débarquant avec une baleinière pour fixer eux-mêmes les haussières sur le quai. Dès l'accostage, les 2 grues du bateau rentrent en action pour débarquer les conteneurs réfrigérés, les marchandises diverses et les colis que les chariots élévateurs déplacent prestement sur le quai. C'est très rustique mais très efficace. Les manutentions vont ainsi s'enchaîner sans relâche jusqu'à la nuit tombée pour ravitailler l'île en vivres et matériel que les habitants attendent avec impatience. Pendant ce temps, les passagers participent à une excursion organisée pour découvrir quelques sites de l'île. Le circuit commence par la visite de la cathédrale de Taiohae, siège de l'évêché des Marquises. Ce bâtiment a été édifié il y a une 50aine d'années sur les vestiges d'un ancien site sacré polynésien en utilisant les plus belles pierres de chacune des îles de l'archipel. Alors il va les mettre dans les poignets. Et récemment, je ne sais pas si vous l'avez suivi, qui explique que peut-être... Les nombreux symboles liturgiques qui décorent la cathédrale ont été sculptés par des artistes locaux qui témoignent ainsi du savoir-faire ancestral des Marquisiens dans le minutieux travail du bois. Splendide. Nuku'iva est une île volcanique au relief tourmenté, créée par les éruptions successives de 3 volcans concentriques, rendant les communications entre villages bien difficiles. Les routes reliant les différents hameaux de l'île sont sinueuses et accidentées. Toujours bordées d'une végétation luxuriante, elles offrent souvent des points de vue spectaculaires sur les vallées. L'île est imprégnée d'une riche culture polynésienne où les cérémonies ancestrales sont encore célébrées avec fierté sur le site archéologique de Kamuai. Au pied d'un banyan, un gigantesque arbre multiséculaire, un groupe folklorique évoque par sa gestuelle et ses chants les rivalités guerrières permanentes qui opposaient jadis les nombreuses tribus marquisiennes.
La journée se prolonge sur la côte nord de l'île, face à la baie de Hatiéou, avant le retour vers Laranui en fin d'après-midi. Les manutentions ont duré toute la journée. Les grutiers et les caliers s'activent maintenant à embarquer les conteneurs vides. Même si sous les tropiques, la nuit tombe très tôt, les derniers colis sont hissés à bord sous la lumière des projecteurs. Les matelots ont eu une rude journée et cela se reproduira encore aux escales suivantes. Après le dîner autour de la piscine, une nouvelle troupe offre aux croisiéristes une autre exhibition folklorique rappelant le caractère belliqueux des farouches marquisiens d'antan. Après une très courte navigation nocturne, Laranui 5 aborde le nord de l'île de Wapou. Cette île importante dans la mythologie marquisienne est hérissée d'une quinzaine de hauts pitons basaltiques qui semblent agripper les lourds nuages au-dessus de l'île. Dès l'accostage du bateau, les opérations portuaires reprennent fébrilement au rythme des chariots élévateurs qui bourdonnent sans cesse autour des conteneurs entreposés sur le quai. Les habitants s'affairent à décharger de leurs véhicules leur production de pamplemousse, de citron, d'oignons et autres produits agricoles qu'ils doivent ensuite peser et enregistrer avant qu'ils ne soient hissés à bord. Ils manipulent aussi de lourds sacs de copra, la chair blanche de la noix de coco qui est ensuite transformée en huile à Tahiti. La venue de Laranui permet aussi aux habitants les plus isolés de se retrouver et d'échanger les dernières nouvelles ou de raconter les derniers potins. C'est ainsi toute une bruyante animation qui se crée régulièrement autour de l'escale du bateau. Balade dans le courant de la matinée vers la colline de la Croix, d'où l'on profite d'un point de vue imprenable sur les pitons qui dominent le village et la baie de Hakaao.
Après la classe, la Ranui devient le terrain de jeu favori de tous les enfants du village qui en profitent pour défier les lois de l'équilibre. En toute fin d'après-midi, les derniers conteneurs sont chargés à bord, ainsi que les chariots élévateurs hissés au dernier moment sur les panneaux de cale. Après 150 km de navigation, la Ranui rejoint le groupe sud des Marquises, dont Ivaoa est l'île principale. Le bateau y est arrivé à 3 heures du matin, et c'est à la lumière des projecteurs que les marins et les caliers se sont aussitôt mis à l'ouvrage, bien avant que les premiers passagers ne soient réveillés. Il faut dire qu'avec 2 escales prévues dans la journée, le temps est compté. Atuona, la ville principale, a longtemps été la capitale des Marquises. Mais en dehors de l'aspect touristique, elle doit essentiellement sa réputation au fait d'avoir accueilli 2 hôtes de renom, le peintre Paul Gauguin et le chanteur Jacques Brel, qui y ont passé les dernières années de leur vie et où ils reposent maintenant. Plus qu'une balade touristique, c'est une journée de mémoire qui attend les passagers aujourd'hui. Dans le petit cimetière dominant le village, le monument massif en tuf rouge dédié à Paul Gauguin ne manque pas d'impressionner. Jacques Brel, lui, repose depuis 1978 sous un rectangle de pavés bruns et une stèle portant une plaque de bronze à son effigie et celle de sa dernière compagne. L'endroit est pour le moins émouvant, car si les dates ne correspondent pas, la destinée des 2 artistes est troublante et la proximité de leurs 2 tombes également. Un peu à l'écart du village, il a été reconstitué la maison et l'atelier que Paul Gauguin occupait durant son séjour à Atuona avant son décès en 1903. Quelques reproductions de ces toiles y sont exposées. Attenant au musée Gauguin, un vaste hangar abrite l'avion que le chanteur Jacques Brel pilotait lors de son séjour à Ivaoa, où il s'était installé en 1975 pour trouver l'apaisement loin des bruits du monde. Le chanteur visite alors les îles avec son petit bimoteur et fait aussi l'avion-taxi en rendant des services d'urgence à la population, ce qui le fait grandement apprécier des Marquisiens. Plutôt que d'être posé au sol, Jojo, l'avion de Jacques Brel, est installé ingénieusement sur un piédestal, comme s'il était encore en vol pour une dernière mission. Sur les parois du hangar figurent des citations et des photos de l'artiste. Rien que de très banal, si ce n'est qu'en parcourant l'exposition, on entend en arrière-plan les chansons de Brel diffusées sans interruption dans un ordre aléatoire. Émotion garantie. L'intérêt du voyage serait sans doute bien différent s'il n'y avait pas à bord les matelots et les caliers, pour la plupart originaires des Marquises. Sous les yeux des passagers, ils assurent avec dynamisme toutes les manutentions, souvent contre la montre comme aujourd'hui où il faut enchaîner 2 escales.
L'après-midi est déjà bien entamé lorsque se terminent les opérations portuaires. L'Aranmi se déhale du quai d'Ivaoa pour une très courte navigation vers l'île voisine de Tawata. La manœuvre d'appareillage est rendue délicate par l'étroitesse de la baie et par les nombreux voiliers à l'ancre. Toute l'équipe de navigation, marins et officiers, doit alors faire preuve de maîtrise et de sang-froid. L'île de Tawata est la plus petite des Marquises. En revanche, elle a été la première île découverte par un explorateur espagnol en 1595 et c'est à Tawata que sera reconnue la souveraineté française sur le reste de l'archipel en 1842. Petite île, mais grande histoire. Il n'y a pas de quai à Tawata et le bateau reste au mouillage face au village de Vaitaou. Les passagers débarquent donc dans des barges et les marchandises sont transportées sur des chalands. À terre, il n'y a qu'une modeste cale, battue par la houle du large, qui rend les manœuvres d'accostage difficiles. En cette fin de journée, toute l'île se donne rendez-vous sur la route qui mène au quai pour attendre l'arrivée des colis, ou encore patienter avant d'expédier les sacs de fruits. Une bonne occasion de papoter joyeusement à l'ombre des cocotiers. Au-delà de la cale, un petit comité accueille les passagers au son d'une longue corne avant de les convier à une sérénade donnée par quelques habitants sous une grande halle qui abrite aujourd'hui l'incontournable marché artisanal. En haut de la place du village s'élève une imposante église quelque peu disproportionnée par rapport au nombre d'âmes vivant ici. Ce vaste bâtiment en pierre et à claire-voie a été construit en 1988 par les habitants grâce à l'aide bienvenue des fonds du Vatican. Elle est ornée d'un magnifique vitrail et décorée de sculptures en bois typiquement marquisiennes. Le jour baisse rapidement lorsque les passagers rejoignent le bord, alors que les manutentions ne sont pas encore terminées. La journée a été très longue. Deux escales sont prévues aujourd'hui à Fatuhiva, l'île la plus au sud et la plus éloignée des Marquises. L'Aranmi est au mouillage pour la matinée devant le village principal de l'île, Omoa.
D'imposantes statues de pierre, les tikis, jalonnent le trajet vers le village, situé au creux d'une étroite vallée très verdoyante, où à cause de la chaleur et de l'humidité, tout semble croître sans effort. Tous les édifices publics, comme l'église, la mairie ou la poste, sont cernés par une abondante végétation, de même que l'unique rue de Moha qui est bordée de vergers luxuriants où poussent des bananiers, manguiers, citronniers, orangers, sans oublier une multitude d'arbres à fleurs. Un véritable jardin d'Éden, bien agréable à parcourir et à admirer. Durant le déjeuner, l'Aranui quitte le mouillage de Moha pour gagner la baie d'Anavave, à 4000 plus au nord. C'est une très courte navigation pour rejoindre l'un des plus beaux sites des Marquises, une petite baie aux rives hautes et abruptes où la végétation dense coule en cascade jusqu'à la mer. Ce site exceptionnel, appelé aussi baie des Vierges, doit sa réputation aux nombreuses colonnes basaltiques qui s'élèvent vers le ciel. À cause de ces colonnes, les anciens navigateurs avaient malicieusement nommé cette escale baie des Verges, que les missionnaires de l'époque ont pudiquement rebaptisé baie des Vierges, et c'est ce nom vertueux qui est toujours en usage. Le fond de la baie est barré par un mur de basalte et communique avec l'intérieur de l'île par un étroit défilé. Un petit hameau fait de maisonnettes très simples occupe le fond de la vallée et comme ce matin, nous longeons des jardins où tout pousse sans retenue. La baie des Vierges est également très connue des voileux tour-du-mondistes comme étant l'une des premières escales en venant des Galapagos après une longue traversée du Pacifique. Après avoir navigué plein nord durant toute la nuit, le bateau rejoint la baie de Vaipae sur l'île de Wauka. Sur la carte marine, cette baie porte le nom bien choisi de baie invisible, car rien ne permet de la distinguer au milieu d'une côte rocheuse et découpée. Elle ne se découvre qu'au tout dernier moment au détour d'une pointe. Et encore, il s'agit plus d'un fjord que d'une baie, un fjord marquisien encadré de falaises ocre avec une petite plage et quelques cocotiers au fond. Une fois entré dans le fjord, l'Aranui 5 mouille son ancre, puis pivote lentement sur place à 180 degrés. L'espace est très restreint et durant la manœuvre, la poupe est bien près des rives abruptes. Les chalands sont aussitôt mis à l'eau et les haussières arrière portées à terre. L'opération est extrêmement périlleuse. Le chaland est à toucher la falaise contre laquelle bat un fort ressac. Le barreur doit être concentré pour éviter que l'embarcation ne se fracasse, alors que l'équipier choisit le moment opportun pour sauter sur les rochers avec une lourde haussière qu'il va fixer sur une bite d'amarrage en béton.
le capitaine de la Ranui termine l'opération en raidissant les amarres arrière pour mettre le bateau dans l'axe du fjord, la proue vers le large. Encore une impressionnante manœuvre millimétrée parfaitement exécutée par des pros. Comme à l'accoutumée dès l'arrivée de la Ranui, le hangar près du quai est très animé. Ici, l'exportation des légumes est importante. En dehors des transactions commerciales, le bateau crée également des liens de convivialité entre les résidents. Un convoi de plusieurs pick-up et minibus emmène les visiteurs à la découverte des paysages de la partie sud de l'île de Wahouka. Le convoi s'arrête au cœur d'une profonde vallée où se trouve l'arboretum de Papa Kaika, créé il y a 50 ans par l'ancien maire de la commune. Ce personnage visionnaire voulait lutter contre la déforestation de l'île due à de fréquentes périodes de sécheresse. Plusieurs variétés d'arbres fruitiers ou à fleurs extérieurs à l'archipel y ont été acclimatées avec succès et des pépinières d'espèces locales ont été mises à disposition des Iliens pour favoriser les plantations individuelles. La balade se poursuit vers un plateau vanté où sont exposés plusieurs pétroglyphes et des tikis, ces statues géantes liées à la mythologie du Pacifique et profondément ancrées dans la culture polynésienne. Voilà, ça c'est le Motuhane. Motuhane, en fait, dans l'histoire de l'île, ça ressemble à la nageoire dorsale d'un requin. La visite se poursuit en empruntant une route en corniche qui, de virage en détour, surplombe une côte fortement découpée, pelée et sauvage où la mer bat violemment. Grandiose et surprenant, on est bien loin des habituels paysages marquisiens. Après cette longue balade de la journée, les véhicules regagnent le village de Vaipae et déposent les visiteurs près de la barge qui va les ramener à bord. Juste avant de lever l'ancre, une petite cérémonie d'adieu aux îles Marquises se déroule à la poupe du navire. En effet, Wahouka était la dernière étape de ce périple marquisien et la Ranui 5 entame déjà la route du retour en laissant dans son sillage des îles attachantes. Derrière nous, la côte s'estompe lentement alors que le jour décline. À l'arrière du pont-piscine, plusieurs passagers restent accoudés au bastingage, silencieux. On devine les regrets de chacun d'avoir dû quitter les Marquises un peu trop vite, séquence émotion et petit pincement au cœur pour tous les passagers.
Mais le voyage n'est pas tout à fait fini. Le bateau taille sa route vers les Tuamotu, l'escale intermédiaire avant de rejoindre Tahiti. Dans le sillage, derrière l'horizon, les marquises se sont éloignées. L'Aranui a accompli sa mission. Il a ravitaillé les îles et revient les cales chargées de coprah et de fruits récoltés par les agriculteurs locaux. Il a également transporté les résidents. Aujourd'hui est donc une journée de relaxation où chacun s'évade en fixant l'horizon. Un jour de transition passé en mer, permettant à chacun de faire en douceur le lien entre les Marquises et Tahiti. C'est le moyen de faire durer le voyage, un ultime sursis avant le retour à Papeete. Dernière escale ce matin à Rangiroa, le plus grand atoll des Tuamotu. Il est si vaste que l'île de Tahiti pourrait tenir entièrement à l'intérieur de son lagon, immense. La marée monte côté océan alors que le lagon se vide encore. Un violent courant provoque de beaux remous et beaucoup de bruit en accélérant dans l'étroite passe de Tiputa. Depuis la passerelle de l'Aranui, on domine un paysage absolument horizontal. Surmontée d'un long ruban vert de cocotiers, la ligne infinie du récif frangeant sépare l'océan du lagon. Après la passe, le bateau doit contourner un îlot sablonneux avant d'entrer dans le lagon. Tout se calme alors. À peine une ride vient-elle troubler la surface de l'eau, l'Aranui entre dans un autre décor. À cause du manque de profondeur, l'Aranui est mouillée loin de la rive. Les chalands beachent sur une étroite plage de sable corallien. Aussitôt débarqués, chacun se réserve un coin à l'ombre avant d'aller se baigner. La température extérieure, l'eau turquoise et tiède incite à la baignade. À travers le masque de plongée, on ne se lasse pas d'observer plusieurs blocs de corail fréquentés par quelques bancs de poissons. La détente complète. La vue de la passe de Tiputa depuis le rivage donne une idée de ce que peut être la violence du courant à cet endroit. À cause de ce puissant courant, la passe est aussi le lieu de rassemblement d'une importante faune sous-marine, guettée par tous les requins de la région. Appareillage en milieu de journée en refaisant la route inverse pour rejoindre la passe de Tiputa inondée de lumière.
Arrivé à l'extérieur de l'atoll, l'Aranui contourne Rangiroa par le nord-ouest en suivant de près la côte basse où la mer déferle à l'infini en grosses vagues blanches sur le platier de corail. Nous longeons ainsi pendant 3 heures et sur 55 km le long récif blanc avant de gagner le large et pouvoir faire route directe vers Papeete. Les marquises et les Tuamotu sont maintenant dans le sillage et l'escale de Rangiroa a marqué les toutes dernières heures de ce voyage exceptionnel. Vivre une croisière sur l'Aranui, c'est vivre un voyage différent. C'est cette idée qui revient dans les conversations entre passagers. Une croisière authentique, dit l'un. Un voyage utile, dit l'autre. Ici, les voyageurs ne sont pas que de simples touristes consommateurs de paysages ou d'excursions sur un bateau de loisirs, mais plutôt des observateurs chanceux et privilégiés de la vie marquisienne sur un navire de charge lors de chaque escale. Et comme sur l'Aranui, tout finit par des chansons, l'équipage a animé le début du dîner de l'au revoir en entonnant l'hymne des marquises.